bonjour à toutes et tous. Merci d'être là pour cette première journée de table ronde du Forum Égalité. Alors cette ouverture sera composée de deux grandes parties. Une première où nous entendrons Christophe Béchu, Elisabeth Moreno, Rosa Monteiro, Mariana Vieira da Silva, Thémis Christofidou nous donner leur vision du forum, leur vision de l'égalité des genres. Et puis dans une deuxième partie, nous aurons un temps d'échange avec Inès Pedrosa, Natacha Krantz, qui tout d'abord nous présenteront leur parcours, leurs actions, leurs combats aussi au quotidien pour l'égalité entre les femmes et les hommes, pour que cela change réellement. Et puis nous aurons un temps d'échange avec trois jeunes entrepreneuses angevines, Sarah Nadifi, Clarisse Arnoux et Delphine Guillon. Mais tout de suite, sans plus attendre, je vous appelle Nicolas Béchu, adjoint à la culture de la mairie d'Angers, Dufetel, pardon, pour présenter justement Christophe Béchu. Bonjour à toutes et à tous. Christophe Béchu ne peut pas être là. Il a donc demandé à Nicolas Dufetel, ici présent, de dire quelques mots, mais vous entendrez de la voix même du maire de la ville d'Angers ce qu'il a à vous dire et la façon dont il souhaite accueillir ce forum égalité des genres en Europe à l'occasion de la saison France-Portugal, une saison croisée. Madame la présidente de l'Institut français, mesdames et messieurs les élus, nos amis de la délégation portugaise, du très efficace service culturel de la ville d'Angers, de la mission égalité-diversité. Je vais vous parler un petit peu d'histoire. Je vais faire très rapidement. Un petit peu d'histoire parce qu'il y a quelques mois, seulement quelques mois, en pleine pandémie, confinement, déconfinement, on a le droit de faire, on n'a pas le droit de faire, on peut maintenir un événement, on ne peut pas maintenir un événement. Madame la présidente du conseil d'administration du Centre des archives du féminisme, chère Christine Barr, me disait avec Corinne Bouchou, mais tu sais, lorsqu'on a lancé le centre il y a 20 ans, un article de presse avait titré « Angers, capitale européenne du genre ». J'attends toujours la coupure de presse, mais j'ai cru Christine Barr et je lui ai dit, écoute, ça tombe bien, puisque depuis quelques semaines, les équipes de la ville d'Angers, que je remercie pour leur investissement, de même que toutes les équipes, Nicolas Ruissen, Charlotte Billy de l'Institut français, qui en un temps record, par visio interposé, temps hybride, ont réussi à monter cet événement dont jusqu'à il y a quelques jours, quelques semaines du moins, nous pouvions encore douter de la tenue en présentiel. Il faut vraiment le rappeler. Cette idée, ça a été de profiter de cette énergie collective sur un territoire comme Angers, où les questions de genre, d'égalité, sont au cœur des politiques quotidiennes. Vous le savez, l'université est active avec son mois du genre, avec le Centre des archives du féminisme, mais la ville d'Angers accompagne aussi, et je salue Christelle Lardeux, adjointe aux solidarités dans la salle, qui porte le mois de l'égalité. Il y a énormément d'actions qui sont mises en place autour de cette question. Quand je suis sur cette scène, d'habitude, je suis avec un orchestre symphonique pour présenter des concerts. Donc je suis un petit peu troublé d'être seul sur scène et de ne pas être accompagné d'un orchestre avec lequel j'ai l'habitude de parler d'histoire de l'art. Et je vais vous parler aussi de cette histoire-là. Angers est aussi une terre où de nombreuses entrepreneuses, et elles auront la parole ce matin, merci Cédric Fuentes de les avoir mentionnées, symboliquement, notre scène des musiques actuelles, elle est dirigée par une femme, Mélanie Alletru, qui interviendra également. La musique n'est pas un domaine où les femmes, paradoxalement, sont le plus représentées. Il y a 2 ans, c'était 30% de l'Orchestre national de l'Opéra de Paris qui était occupé par des femmes. À la même période, à Taïwan, c'est 57%. Si on va un petit peu plus loin, je pense que les questions de genre, elles sont au cœur de notre quotidien. Elles incarnent la nécessité d'assumer l'unité dans la diversité. La diversité, c'est l'identité de chacun, dans son droit culturel, dans son droit de perception, d'adoption de son genre, d'exister dans un collectif. L'unité, ça n'est pas l'uniformité. La devise de l'Union européenne, c'est « unis dans la diversité », et le latin est plus facile, « in varietate concordia ». La concorde, traduite en français par l'unité, et pas par l'uniformité. C'est cette richesse d'identités variées, qu'elles soient genrées, qu'elles soient culturelles, qui sont au droit humain, le cœur de ce que nous devons faire pour les politiques publiques. Un dernier exemple, ces questions peuvent être compliquées. Elles peuvent déchaîner passion, interrogation. Elles sont l'exemple même de réalité qu'il faut approcher avec un sens critique et ne pas avoir peur de la pensée complexe. Les identités se construisent, elles sont multiples,
elles forment une unité qui est une sorte de patchwork, comme vous le voyez, ou comme vous l'avez vu sur l'affiche qui est présentée. L'histoire de l'art, dont il sera peu question pendant nos 2 jours, doit être, par son rapport au sentiment, à la sensation, les arts, les lettres, nous en avons eu un exemple hier avec les lectures très émouvantes des Tres Marias, doit être un outil au service de la discussion sur ces questions complexes. 2 exemples, et vous me pardonnerez qu'elles soient tirées, ces illustrations, du domaine musical. Le 3e genre, Tiresias, il y a 2000 ans, les mamelles de Tiresias du XXe siècle, n'a pas attendu les travaux fondamentaux des chercheurs et des chercheuses en histoire du genre pour être une réalité des pratiques culturelles. En 1725, Handel, à la cour d'Angleterre, doit faire représenter et faire présenter l'opéra Jules César. Jules César entre sur scène avec un air de colère. Dans la représentation qu'on aurait aujourd'hui de Jules César, chef des armées romaines, conquérant, divin, vous pourriez l'imaginer avec une armure très très forte. Et dans l'imaginaire d'aujourd'hui, pensez ce que l'on voit au cinéma, vous auriez peut-être un Jules César avec une voix de basse, profondément profonde, puissante, masculine. Bon, et bien en 1725, devant la cour d'Angleterre, Handel, parce que c'est ce qu'il se fait à l'époque dans les représentations de genre, fait chanter Jules César par un castrat. Parce que Jules César, dans la mentalité de l'époque, ne peut être ni homme ni femme. C'est une personne qui est surnaturelle, avec une puissance telle qu'il ne rentre pas dans cette case et que pour un personnage extraordinaire, il faut une voix extraordinaire qui ne rentre pas dans la case de l'homme et de la femme, du chanteur et de la chanteuse. Imaginez ça aujourd'hui, c'est complètement contre les représentations que l'on a aujourd'hui des héros et des héroïnes. Le dernier exemple, on va l'écouter très brièvement, et je vous propose de l'écouter tout de suite. C'est un extrait de Mozart. De l'opéra, mais vous écoutez là un homme chanter. C'est Chérubin qui déclare sa flamme, mais Chérubin est chanté par une femme, tout simplement parce que dans les représentations genrées de l'opéra du XVIIIe siècle, ce jeune homme est un rôle de travesti. L'histoire du théâtre, l'histoire de la musique, depuis des siècles, sont traversées par cette question de l'identité des genres. Et ce tube absolu de l'opéra, en fait, on peut l'utiliser pour approcher de façon tout à fait sereine et sensible la question des identités, des représentations genrées. Voilà ce que je voulais dire en ouverture de ce forum, c'est que face à des sujets complexes, à des pensées complexes qui doivent nous faire assumer que l'unité dans la diversité doit être le but de nos collectivités et de nos politiques publiques, en ayant bien conscience que la somme des intérêts particuliers ne fait pas l'intérêt général et qu'il faut travailler à cette coexistence absolue. Mais le rapport aux œuvres, la culture, les lettres et les arts, encore une fois la lecture que nous avons eue hier des Tres Marias, brève, dont j'espère la retraduction et la republication en français rapidement, peuvent nous aider à faire de la pédagogie sur ces questions. Et ce sera, j'espère, une des conclusions auxquelles nous arriverons et dont nous pourrons parler, la réalité de la place des femmes et des représentations de la diversité des gens dans les politiques publiques, dans toutes les activités. Mais n'oublions pas le rapport aux œuvres d'art qui, depuis des siècles et pour des siècles encore, nous permettront de vivre mieux ensemble, tous ensemble, dans cette diversité. Je vous remercie de votre attention et je nous souhaite un beau forum égalité dans les 2 jours à venir. Merci à tous et à toutes. Soyez les bienvenus dans ce centre des congrès d'Angers où j'aurais aimé vous accueillir personnellement pour lancer les forums qui vont se tenir dans le cadre de la saison France-Portugal. Je me réjouis de ce moment hautement symbolique, au moment où la France est temporairement dans le cadre de ce semestre de la présidence française à la tête de l'Europe et juste avant de passer les rênes
de notre Union européenne au Portugal que se tienne à Angers au lendemain du sommet des ministres de la Culture, au lendemain aussi de la Journée internationale des droits des femmes, un temps spécifique consacré à l'examen des bonnes pratiques entre nos deux pays, ici à Angers, est hautement symbolique. Symbolique d'abord, du fait que cette unité dans la diversité, qui est notre slogan européen, il n'a pas de sens si on n'est pas d'abord capable de faire en sorte de faire progresser la cause de l'égalité entre les hommes et les femmes dans chacun de nos pays et à l'intérieur de cette construction continentale unique qu'est l'Union européenne. On parle évidemment aujourd'hui tous de la situation en Ukraine, de ce drame qui nous déchire, qui nous bouleverse. La paix, elle commence dans chacun de nos pays, dans les relations que nous avons les uns avec les autres et singulièrement dans la lutte contre les discriminations faites aux femmes. À travers ce forum, c'est bien le recensement des bonnes pratiques, de tous les moyens qui permettent de faire progresser cette égalité qui va être mis à l'honneur, et pas dans n'importe quel domaine, dans le domaine singulier de la culture. Je me réjouis des témoignages qui interviendront de celle qui est la directrice de notre salle de musique actuelle. Je me réjouis des prises de position sur les femmes dans le domaine de la tech, du numérique. Je me réjouis aussi que nous ayons, presque de manière prémonitoire, accueilli Esmeralda da Costa, une artiste portugaise en résidence au sein du repère urbain qui a livré une œuvre moderne qui est une réponse à l'apocalypse que nous abritons sous forme de tapisserie dans d'autres endroits de la ville. Je suis pressé de lire ce que seront les actes de cette journée. Je suis pressé plus encore de mesurer que c'est au travers d'événements comme cela que nous faisons réellement progresser l'égalité entre les hommes et les femmes et donc plus largement la capacité de notre Union européenne à porter une voix singulière sur la dignité de la personne humaine et sur la nécessité du vivre ensemble au sens très large. Très bon forum, très bon colloque aux uns et aux autres. J'appelle maintenant à nous rejoindre sur scène Hélène Furnon-Petrescu, chef du service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes pour son discours inaugural qui sera suivi d'un message d'Elisabeth Moreno, notre ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Merci. Madame la secrétaire d'État, Monsieur le maire adjoint et Monsieur le maire que vous représentez, et nous remercions vraiment la ville d'Angers pour cet accueil, cette initiative et tout ce que vous avez dit aussi d'ailleurs. Madame la présidente de l'Institut français, Madame la directrice générale, Mesdames, Messieurs. Depuis 2018, la France est résolument engagée dans une diplomatie féministe. En 2021, de juin à début juillet, le Forum Génération Égalité, organisé par ONU Femmes, coprésidé par la France et le Mexique, s'est tenu à Paris. Il s'agissait du plus grand rassemblement mondial pour l'égalité femmes-hommes dans le monde depuis la conférence de Pékin en 1995, regroupant des États, des organisations internationales, des organisations de la société civile et de jeunesse, des entreprises, des fondations philanthropiques du secteur privé, etc. Les nombreuses conférences et rencontres ont permis d'échanger sur la situation des femmes à travers le monde et, pour les pays impliqués, de prendre des engagements, que ce soit en matière de lutte contre les violences, d'égalité professionnelle, de droits et santé sexuelle et reproductif. Le ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes a notamment participé, aux côtés du ministère de la Culture, du ministère des Affaires européennes et internationales, à la création d'une charte d'engagement des industries culturelles et créatives en faveur de l'égalité, qui constitue un texte commun pour lequel chaque signataire a pris des engagements concrets pour les 5 prochaines années. Ce projet a permis de montrer la diversité des bonnes pratiques mises en place dans les différents pays,
mais aussi la diversité des solutions proposées pour combattre les inégalités, en prenant compte des situations et des contextes très divers, unis dans la diversité, en effet. Comme je vais laisser la parole à Madame Moreno, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, et je crois qu'elle regrette infiniment de ne pouvoir être là aujourd'hui comme elle l'avait prévu, permettez-moi de dire simplement à quel point le ministère, son administration, sommes heureux et fiers d'avoir pu contribuer à ce forum égalité pour l'égalité de genre en Europe, qui nous réunit pour ces 3 jours, qui est, je crois, vraiment une initiative unique, nouvelle, innovante. Et c'est important de le dire, de le redire, organisée dans le cadre de la saison France-Portugal et de la présidence française de l'Union européenne. Et je remercie en particulier le travail de Carole Modigliani-Chouraki, qui a participé avec toutes les équipes depuis plusieurs mois. En effet, beaucoup d'heures de visio, je crois. Ce forum représente une belle opportunité pour échanger entre pays européens, réfléchir à nos pratiques, faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes, nos travaux sur l'identité de genre, vous l'évoquiez, monsieur l'adjoint, et de viser une plus juste représentation des femmes dans les secteurs des sciences et techniques, des médias, de l'entrepreneuriat et de la création culturelle. Les interventions des différentes personnalités, chercheurs et chercheuses, professionnels, permettront sans nul doute des échanges très riches et ce programme est vraiment très riche. Enfin, je le regardais encore ce matin, évidemment, en disant « Waouh, quel beau parterre !» Toutes les thématiques abordées dans les tables rondes, qu'il s'agisse de mesurer les évolutions, alors la question de la connaissance, la question de la collecte des données est une question qui nous préoccupe tous. Qu'il s'agisse de lutter contre les violences et le harcèlement, de promouvoir donc l'égalité professionnelle, l'autonomie économique, d'encourager l'accès des femmes à des professions qui sont encore majoritairement occupées par des hommes, ou en tout cas, s'il y a des femmes, elles se voient moins. On va le dire comme ça, elles sont moins visibles. Eh bien, tout cela constitue autant de sujets que notre ministère défend au quotidien et sans relâche dans les différents secteurs d'activité. Depuis 5 ans, l'égalité homme-femme a été déclarée en France grande cause nationale. Le ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes travaille en interministérialité avec l'ensemble des ministères, et je voudrais évidemment citer à nouveau le ministère de la Culture, mais aussi le ministère de l'Enseignement supérieur, et j'ai beaucoup entendu parler, bien évidemment, des travaux de l'Université d'Angers, qui est aussi une cheville ouvrière des événements qui nous réunissent pour ces 3 jours. Et puis, je ne voudrais pas oublier, évidemment, le ministère des Affaires européennes et internationales, avec qui nous travaillons autant et sur autant de sujets qui sont des sujets d'aujourd'hui et des sujets de demain. Et voilà, notre objectif, c'est évidemment de faire en sorte que les questions d'égalité entre les femmes et les hommes soient intégrées, c'est le mainstreaming, intégrées dans toutes les politiques de nos pays, de nos États et dans les pratiques des acteurs. Et je vous remercie de votre attention et je suis très heureuse, évidemment, d'écouter à présent Madame Elisabeth Moreno. Merci. Madame la secrétaire d'État, chère Rosa Monteiro, Monsieur le maire, cher Christophe Béchu, Madame la présidente de l'Institut français, Madame la directrice générale, Mesdames et Messieurs, bonjour, et muito bom dia. J'avais prévu d'être à vos côtés ce matin pour ce bel événement, mais l'actualité m'en a empêché et je tenais tout de même à vous adresser ce message d'amitié. Ce forum pour l'égalité de genre en Europe est une excellente initiative née de la volonté commune de la France et du Portugal de porter haut les questions des droits des femmes. Et je sais combien ce sujet nous rassemble et combien il tient à cœur à Monsieur le Président de la saison France-Portugal 2022, Emmanuel de Marcy-Mota, que je salue. Ce programme s'inscrit également dans le cadre du mois du genre organisé par l'Université d'Angers, ainsi que dans la continuité de la réunion informelle des ministres de la Culture de l'Union européenne. Il se déroule à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, qui a vocation à mettre la lumière sur les droits conquis par les femmes, ainsi que sur les inégalités qui subsistent. Ce forum illustre justement combien l'enjeu de l'égalité est désormais un mouvement collectif
saisie par toutes et par tous, et je m'en réjouis. J'ai l'intime conviction qu'il est absolument essentiel d'identifier et de promouvoir les meilleures politiques publiques et les bonnes pratiques de la société civile. Des bonnes pratiques qui permettent de progresser ensemble vers une égalité véritable et une plus juste représentation des femmes dans les métiers scientifiques et techniques, dans les médias, dans l'entrepreneuriat, ainsi que dans la création culturelle. Et j'ai l'intime conviction que la culture constitue un vecteur extrêmement puissant pour dessiller le regard de notre société et pour engager cette transformation culturelle que nous appelons toutes et tous de nos vœux. Parce que la culture permet de mettre des mots, M-O-T-S, sur des mots, M-A-U-X. Elle permet de mettre les projecteurs sur un fléau trop longtemps resté dans l'ombre. Et par ricochet, elle permet d'éveiller les consciences. Cette prise de conscience des inégalités et des violences que subissent les femmes partout dans le monde a mis du temps à éclore. Mais en l'espace de quelques années, nous avons davantage avancé qu'en plusieurs siècles. La parole se libère, l'omerta se brise, les tabous sortent de l'indifférence collective. Et dans ce contexte, le forum d'aujourd'hui est un moment très important. Et je veux remercier tout particulièrement la ville d'Angers qui l'accueille et l'Institut français qui l'organise. À travers vos échanges, vous mettrez la lumière sur l'ensemble des enjeux d'égalité entre les femmes et les hommes. Un enjeu universel et un combat que la France et le Portugal portent résolument. Un combat érigé en priorité de la diplomatie féministe de la France et de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Un combat qui s'inscrit un peu dans l'histoire de Novas Cartas Portuguesas, ce livre capital dans l'histoire du féminisme et de la littérature portugaise. Alors, vive l'égalité, vive le Portugal, vive la France, vive as temporadas França-Portugal. Muito obrigada, je vous remercie et à très bientôt. J'invite maintenant à nous rejoindre sur scène Sandra Ribeiro, présidente de la Commission pour la citoyenneté et l'égalité des genres, afin d'introduire le message de Rosa Monteiro, secrétaire d'État à la citoyenneté et à l'égalité, ainsi que celui de Mariana Vieira da Silva, ministre d'État à la présidence pour le Portugal. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Au tout début, pour commencer, donc, c'est un plaisir d'être ici pour introduire ce sujet et cette réflexion sur comment atteindre l'égalité de genre en Europe. Heureusement que cet événement a été organisé. L'équipe qui a réussi à l'organiser doit être félicitée. Le Portugal, la France doivent être félicités. Madame la ministre, Madame Vieira da Silva et Madame la secrétaire d'État pour la citoyenneté et l'égalité du Portugal, Rosa Monteiro, souhaitaient être présentes, mais au vu de changements de leur programme de travail, cela n'a pas été possible. Elles ont toutefois voulu faire entendre leur voix. Et nous allons donc pouvoir entendre deux vidéos. La première de Madame la ministre d'État et de la Présidence, où elle lit un extrait du livre Novas Cartas Portuguesas, puis une deuxième vidéo, un message de Madame la secrétaire d'État de la citoyenneté et de l'égalité de genre qui parle des défis de l'égalité pour la décennie, cette décennie qui est à son début, mais il semble que 100 ans se sont déjà écoulés. Merci beaucoup, à tout de suite. Pois que toda a literatura é uma longa carta a um interlocutor invisível, presente, possível, ou futura paixão que liquidamos, alimentamos ou procuramos. E já foi dito que não interessa tanto o objeto, apenas pretexto, mas antes a paixão. E eu acrescento que não interessa tanto a paixão, apenas pretexto, mas antes o seu exercício. Não será, portanto, necessário perguntarmos se o que nos junta é a paixão comum de exercícios diferentes ou o exercício comum de paixões diferentes.
porque só nos perguntaremos, então, qual o modo do nosso exercício. Se nostalgia, se vingança. Sim, sem dúvida que nostalgia é também uma forma de vingança, e vingança uma forma de nostalgia. Em ambos os casos, procuramos o que não nos faria recuar, o que não nos faria destruir. Mas não deixa a paixão de ser a força e o exercício, o seu sentido. Só de nostalgias faremos uma irmandade e um convento soror Mariana das 5 cartas. Só de vinganças faremos um outubro, um maio e novo mês para cumprir o calendário. E de nós, o que faremos? 1 de março de 1971. Bom dia, é gosto dirigir-vos. Bonjour, c'est un plaisir de vous parler en cette deuxième journée du Forum Égalité, tout particulièrement aujourd'hui dans ce contexte dramatique en Ukraine. Ce forum a encore plus de force. Cet héritage de solidarité, de sororité entre le Portugal et la France qui a été lancé par le cri féministe des 3 Marias doit s'étendre à nos sœurs pendant cette guerre. Nous sommes avec vous. Et puis, il y a eu la Journée internationale des femmes hier. Nous voulons affirmer que les femmes sont créatrices de valeurs, créatrices de solutions qualifiées dans le domaine professionnel, dans la recherche, le développement, dans les médias, dans la culture. Il est urgent d'affirmer et de réaffirmer le caractère indispensable de leur contribution pour cette société, pour l'économie. C'est-à-dire qu'il est urgent de créer les conditions pour mettre un terme au fossé de genre dans la participation et les opportunités économiques. Pour l'égalité, une égalité de choix dans l'éducation, dans la formation, notamment dans une période où la numérisation est tellement forte dans tous les domaines de notre vie, mais où les femmes restent peu représentées dans le secteur numérique. Aussi pour l'égalité des salaires tout au long de la vie, renversant la pauvreté et les faibles salaires qui sont généralement attribués aux femmes. Pour l'égalité dans la conciliation de la vie professionnelle, personnelle, familiale, car très souvent ce sont les femmes qui doivent prendre soin des autres alors qu'elles ont une valeur sociale forte. C'est au travers de cette affirmation, au travers de ces constats que nous répondons à la nécessité de la déconstruction que défendent les nouvelles lettres portugaises. Aujourd'hui, mais aussi il y a 50 ans, nous vivons cependant une situation de pression, de retour en arrière du point de vue de l'égalité entre hommes et femmes. Et cette pandémie l'a bien montré. Lorsqu'il y a crise, nous régressons. Les femmes sont plus minées et les rôles de genre sont plus renforcés et un retour aux traditions a lieu. C'est pour cela qu'il faut que l'égalité soit une condition de réponse à l'émergence, une condition de reprise. Il faut être résilient, c'est-à-dire avoir une société égalitaire. Et aujourd'hui, nous avons l'opportunité de le faire. Et c'est ce que fait le Portugal au travers de son plan de récupération, de reprise et de résilience, mais aussi dans son prochain cadre financier, dans les grands programmes d'investissement national, au travers d'actions, de mécanismes qui garantissent la contribution des femmes, qui leur permettent de participer dans la société numérique, améliorer leurs compétences, l'innovation, le développement technologique, la rénovation industrielle. Nous investissons également dans les équipements et les réponses sociales, dans les soins, la santé, et nous promouvons un grand pacte de co-responsabilité au nom de la conciliation. Dans notre plus récent programme d'investissement public en recherche et développement jusqu'à 2030, nous promouvons par exemple un équilibre de genre dans les cadres d'évaluation et l'égalité de genre et la conciliation dans les carrières scientifiques et techniques. Et c'est aussi pour cela que j'ai demandé à tant de femmes portugaises uniques de venir partager avec nous dans le cadre de ce forum ce qui est fait au Portugal et nous parler de cette valeur qu'elle crée de façon continue. Au final, tout cela implique remettre en question la vision traditionnelle du soin et de l'innovation. Il faut dissocier le soin des normes de la féminité qui serait subordonnée et l'associer à la croissance socio-économique, car innover, c'est prendre soin.
dans la construction de politiques publiques, de pratiques qui promeuvent l'égalité de genre, il faut renforcer l'héritage des Três Marias, remettre en question les conditions inégales des femmes et les représentations sociales qui y sont sous-jacentes. Je vous souhaite donc une réflexion conjointe productive. Je vous remercie de votre contribution. Je remercie spécialement le commissariat de la saison croisée, mais aussi la mairie d'Angers et toutes les équipes et entités qui ont organisé ce forum. Merci. Et j'invite maintenant Thémis Christofidou, directrice générale pour l'éducation, la jeunesse, le sport et la culture à la Commission européenne, à nous rejoindre sur scène. Merci madame. Bonjour mesdames et messieurs, c'est ma première visite à Angers et j'ai découvert un petit peu, j'ai pu voir un petit peu, j'ai découvert sa beauté, son histoire, sa culture, son identité européenne, son ouverture vers le monde et je vous remercie pour cet accueil. C'est un honneur pour moi d'être ici et représenter la Commission européenne dans ce forum d'égalité. Avant de rentrer dans le cœur du sujet qui nous occupe ce matin, je me permets une pensée pour l'Ukraine. Il est impensable de ne pas avoir à l'esprit les événements tragiques qui sont en train d'avoir lieu sur notre continent à ce moment même où je vous parle. Et j'ai une pensée très particulière pour les femmes et les filles ukrainiennes aujourd'hui, comme on est, juste hier était la journée de la femme. Pour en revenir au thème de ce forum, l'égalité des genres, c'est central dans la politique de la Commission européenne. Aussi dans le domaine de la culture, l'éducation, nous en avons fait une priorité. Commençons avec les arts et la culture. De nombreuses sources de données montrent les inégalités dans le secteur entre les femmes et les hommes. Je peux parler de la différence de visibilité des œuvres créées, l'accès inégal aux postes de direction, aux ressources et au marché, ou encore de la ségrégation sur le marché du travail. C'est pour cela que les États membres ont décidé d'inclure l'égalité entre les hommes et les femmes parmi les priorités de leur coopération pour la période 2019-2022. Dans ce cadre, un groupe d'experts a publié un rapport en juin dernier qui formule des recommandations concrètes pour diminuer l'inégalité dans toutes ses formes dans ce secteur. L'instauration de l'égalité, c'est un travail de longue haleine et il n'est certainement pas terminé. Nous renforçons notamment notre engagement en faveur de l'égalité dans le programme Europe créative. Le principe de l'égalité y est devenu une des questions transversales à traiter dans le cadre des projets soutenus. Nous avons déjà financé un grand nombre de projets culturels tels que des activités de mentorat, des programmes de développement des compétences pour les femmes, la promotion des œuvres créées par des femmes artistes dans les différents domaines, ou bien des projets artistiques qui abordent des thèmes comme la violence à l'égard des femmes. Maintenant, permettez-moi de dire quelques mots sur nos actions pour combattre l'inégalité dans l'éducation. Nous savons tous qu'une éducation inclusive dans le domaine des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques, ce qu'on appelle les STEAM, est essentielle pour que nos filles aient la possibilité de développer leurs compétences transversales. Le plan d'action en matière d'éducation numérique soutient l'adaptation durable et efficace des systèmes d'éducation et de formation à l'ère numérique. Il comprend 2 initiatives spécifiques qui encouragent les filles à trouver leur place dans le domaine des STEAM. Premièrement, l'initiative Girls Go Circular, un programme d'apprentissage en ligne destiné aux filles de 14 à 18 ans pour développer leurs compétences numériques et entrepreneuriales.
L'objectif est de former 40 000 filles d'ici à la fin de 2027. Deuxièmement, l'initiative Estime. On parle ici des festivals de l'entrepreneuriat, de la science, de la technologie, de l'ingénierie, des arts et des mathématiques. Le but est de créer des espaces d'apprentissage sûrs pour les filles et les femmes de tout âge dans ces domaines. Aussi, dans l'enseignement supérieur, des déséquilibres persistent. Par exemple, dans le domaine des technologies de l'information et de la communication et de l'ingénierie, les hommes représentent entre 67 et 82 des étudiants. Cela se répercute dans le monde du travail et dans notre société. C'est pourquoi la nouvelle stratégie européenne pour les universités vise à renforcer l'équilibre entre les femmes et les hommes dans les carrières universitaires. De la même manière, le programme cadre pour la recherche et l'innovation, Horizon Europe, fait de l'égalité de genre l'un de ses principes transversaux. Mesdames et messieurs, la liste d'actions nécessaires en faveur de l'égalité des chances peut se faire très longue. La stratégie européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes propose de nombreux objectifs et actions. Mais l'Union européenne n'a certainement pas l'exclusivité. Je salue le Forum Égalité ainsi que d'autres initiatives de ce type. Les échanges qui auront lieu pendant ces 2 jours vont nous aider à avancer vers de nouvelles politiques et initiatives. Et cela, j'en suis convaincue, est primordial. Je vous remercie et je vous souhaite un très bon colloque. Merci. J'invite maintenant Inès Pedrosa à nous rejoindre sur scène. Journaliste, écrivaine, artiste, vous allez nous présenter aujourd'hui quels sont les enjeux et les défis liés au fait de porter cette égalité entre les femmes et les hommes. Est-ce que aussi cela signifie d'avoir une maison d'édition féministe au XXIe siècle? Merci Inès Pedrosa d'être avec nous. Bonjour et merci pour m'avoir invité d'être là. Je vais raconter des petites histoires. La première c'est Maria de Medeiros, une très excellente actrice et réalisatrice de cinéma portugais. Elle a décidé, il y a des années, de faire un film sur la Révolution des Oyer. Un très beau film qu'elle a fini par faire, qui s'appelle Les Capitaines d'Avril. Quand elle essayait de retrouver l'argent pour faire ce film, tout le monde, elle est allée aux banques, aux éventuelles entreprises qui pouvaient aider à payer le film. Et parce que c'est un film cher, avec une révolution, des tanks de guerre, tout ça. Beaucoup de monde. Et les gens lui disaient « Pourquoi ne pas faire un film plus féminin ?» Et elle a répondu « Je connais rien de plus féminin que de filmer les garçons. » Et c'est une très belle réponse. Et c'est vrai qu'elle, après des années, elle a réussi à faire ce film, qui d'ailleurs c'est le seul, jusqu'à ce moment, le seul film de fiction sur la révolution, une révolution masculine du Portugal. Bon, l'écriture paraît plus démocratique, plus progressive, parce que on a besoin que d'un stylo, d'un ordinateur pour écrire. Mais c'est pas... donc c'est une art plus assez accessible au début. Mais c'est pas vrai. Si vous regardez les prix littéraires, à commencer par le prix Nobel, et à terminer par exemple ici en France par le prix féminin,
quel bon titre, féminin, un prix qui est attribué par des femmes à des livres et qui est, ce prix littéraire est né pour combattre le fait que les prix littéraires à l'époque étaient seulement attribués à des hommes, pratiquement toujours. Le Goncourt, par exemple. Donc, le féminin, c'était un prix composé par un jury de femmes pour régler cette injustice. Allez voir combien de femmes et d'hommes le prix féminin a distingué. Ils sont plus d'hommes toujours. Parce que les femmes ne savent pas écrire. C'est une question que je lance. Mon agent littéraire, qui s'appelle Thomas Colchi, qui est américain, il a travaillé longtemps avec des écrivains hommes et majeurs comme Saramago, Garcia Marquez, Jorge Amado et d'autres. Et il me dit que maintenant, quand il a la possibilité, comme il ne peut pas travailler avec tout le monde en même temps, quand il a la possibilité de choisir entre deux écrivains qui lui paraissent également appréciables, il choisit toujours la femme pour une question de militance et parce que maintenant il a gagné assez d'argent pour pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que une femme qui veut avoir son travail publié dans d'autres pays, elle aura la difficulté de trouver un agent littéraire pour commencer parce que comme ils auront un pourcentage des droits d'auteur, ils gagneront plus avec les hommes parce que les tirages sont majeurs, parce qu'ils auront des prix et d'autres visibilités. C'est encore comme ça. Et aussi, il y a le cas que la lecture, généralement, la lecture surtout de fiction littéraire, sont les femmes qui lisent plus, mais même les femmes lisent plus des hommes parce qu'elles les considèrent au départ plus crédibles, enfin, il y a moins de méfiance quand on va découvrir un auteur s'il s'agit d'un homme. C'est pour ça que j'ai lancé une petite maison d'édition féministe en 2017 pour publier surtout des femmes, soit des femmes disparues qui n'ont pas été publiées au Portugal, le cas par exemple de l'italienne Grazia Deledda qui a gagné le prix Nobel et qui n'était pas du tout publiée par exemple, et qui bon, déjà disparu, de la française Marie de Régnier, qui n'était pas publiée, et même George Sand, elle ne se publiait pas. Et maintenant, on essaye de publier les femmes vivantes aussi. On va publier des Espagnols, par exemple. Enfin, c'est un travail qu'on va... Évidemment, c'est une petite maison d'édition faite avec des très faibles recours, mais c'est notre façon d'essayer de combattre cette situation. Parce que au Portugal, comme partout encore, on écoute ces discours, très beaux discours, et très vrai que les femmes dans la politique essayent de faire et de transformer. Mais la vérité, c'est que les politiques avancent, et c'est merveilleux. Mais le préjugé, par exemple, ce qui fait que les femmes lisent plus les hommes, ou que les hommes ne lisent assez de fiction littéraire parce que ce n'est pas considéré quelque chose d'utile. Ces différents stéréotypes qu'on a pour éduquer des hommes et des femmes sont encore très vifs au Portugal. Et je regardais une fois de plus cette image des 50 années les nouvelles lettres portugaises. Et combien de temps a-t-il passé et combien de préjugés restent les mêmes. Et d'ailleurs, je voudrais aussi dire que
Les 3 femmes qui ont écrit ce chef d'œuvre vraiment unique par son travail de la langue et par son travail sur la société où nous vivons tous et toutes. Elles ont été, après ça, célébrées dans le monde, et tout ça, mais pas considérées au Portugal et elles n'ont pas eu une carrière internationale comme d'autres écrivains hommes ont eu. Et celle qui a eu plus de succès, plus de prix, elle a abjuré du féminisme pour avoir ça. Parce que si une femme dit « je suis féministe et je suis écrivaine », le féministe passe avant et on la considère, c'est une activiste, on trouve que c'est bien ou que c'est mal, mais son travail artistique disparaît. Et c'est ce qui est arrivé à Maria Teresa Horta, qui est la seule vivante des 3 et qui est la seule elle s'est maintenue très stricte, très forte, en disant je suis féministe et en luttant pour l'égalité homme-femme. Et son œuvre de fiction, parce qu'elle a une œuvre merveilleuse de romans et contes, et de poésie érotique, très censurée au Portugal. Au Portugal, on fait des anthologies des grands poètes, parce qu'on a, c'est vrai, des grands poètes, d'où Teresa est exclue. On dit « c'est une poésie très érotique, trop érotique ». Et le problème avec Teresa, c'est qu'elle parle du corps des hommes comme les hommes parlent du corps des femmes. Et c'est merveilleux. L'objectif vient passionnément, mais ça, c'est pas bien vu. Et pour finir, je dirais moi-même, j'ai une histoire triste avec une édition, une probable édition d'un livre que j'ai dû avoir ici en France, il y a des années, plus de 15 années maintenant. Ça s'est passé qu'un de mes livres a été acheté et traduit d'ailleurs par une grande traducteur de la littérature portugaise, Marie-Hélène Pivnik, qui a traduit Fernando Pessoa, Eça de Queiroz, etc. Et le livre a été acheté, mais il ne sortait jamais. Et l'éditeur, c'était un grand éditeur français, finalement a expliqué à mon agent qu'il ne pouvait pas publier le livre parce qu'il avait un écrivain portugais très connu qui était son seul auteur portugais et qui lui a dit « si tu publies quelqu'un d'autre portugais et en plus une de ces femmes qui écrivent dans ta maison d'édition, je sortirai pour autre maison d'édition. » pour Gallimard. L'éditeur a dit cet écrivain, il peut gagner le Nobel. Il y avait des années qu'il était censé gagner le Nobel. Jusqu'à ce moment, il ne l'a pas eu. Mais donc, il a dit ça et le livre n'est pas sorti parce qu'il ne pouvait pas être contaminé dans sa maison d'édition française par l'existence dans le même catalogue d'une autre auteure, spécialement si c'était une de ces femmes qui écrivent. Quand une femme écrit sur l'amour ou sur la guerre, on dit c'est une histoire d'intimité. Et une chose très drôle, ou pas drôle du tout, c'est que, par exemple, j'écris sur une violation, un viol, sur un viol. Et les journalistes, mes collègues, je suis aussi journaliste, me demandent est-ce que tu as été, m'ont demandé, est-ce que vous avez été violé? Et je ne vais jamais ces questions demander aux hommes, parce que quand un homme parle ou écrit sur l'amour et sur la guerre, évidemment, il écrit sur la condition humaine et pas sur lui-même. Merci.
Merci Inès Pedrosa pour ce discours de passion passionnée, passionnante, si je m'inspire du poète Gerasim Luka, et plein de sagesse également. Je vous invite maintenant, Natacha Krantz, à nous rejoindre sur scène. Et à vos côtés, Sarah Nadifi, Clarisse Arnaud et Delphine Guillon, venez nous rejoindre. Nous allons ensuite passer à la table ronde. Natacha Krantz, vous êtes directrice de la communication d'Universal Music France et d'Universal Music Africa. Vous êtes également, et ça a tout son sens ici, présidente de All Access Music, une association qui a été fondée en 2020 pour développer les initiatives des producteurs de musique en faveur de l'égalité des chances, de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Merci, c'est à vous. Bonjour. Je suis très impressionnée d'être là parce que, après tous ces discours, et puis je vais le faire avec beaucoup d'humilité. C'est Agnès Sall qui m'a demandé de venir, on ne peut pas lui refuser. Mais surtout, soutenir ce forum, c'est une évidence. Donc, on est là, on sait qu'on est là pour la bonne cause, donc je vais vous parler de mon parcours. Moi, j'ai fait des études de musicologie. Je rêvais d'être chef d'orchestre. Bon, j'y suis pas arrivée. Mais j'ai eu un groupe de rock. Et pour payer après le matériel, il a fallu que je travaille. Donc, j'ai travaillé dans une édition musicale, les éditions Virgin. Après, j'ai travaillé dans un groupe de presse de musique, et puis après j'ai travaillé aussi je programmais des concerts au Bus Palladium pour Canterbro, qui à l'époque investissait beaucoup dans la musique quand la loi Evin est arrivée. Et en réalité, quand on est une jeune femme plutôt autodidacte, je peux vous dire que c'est le combo gagnant pour avoir un tout petit salaire. Donc finalement, changer souvent de travail, c'était pas mal, ça me permettait de grandir un peu financièrement. En parallèle de ça, je voulais absolument organiser des concerts. Donc j'ai une licence d'entrepreneur de spectacle. Et à 22 ans, j'ai créé une boîte, une SARL. Mais pour payer les concerts, il fallait que je fasse boîte de nuit. Parce que finalement, quand on fait des concerts dans une salle de 200, 300 ou 500, les frais sont les mêmes. Donc c'était assez compliqué financièrement. Et comme j'avais un travail par ailleurs, je crois que j'ai oublié de dormir pendant 3 ans. Alors la première année... je connaissais tout le monde, c'était que des copains, c'était génial, mais je perdais beaucoup d'argent. La deuxième année, c'était assez équilibré, mais la troisième, je connaissais plus personne. Donc là, il était temps de partir pour moi. Donc, je travaillais dans une agence de création, je dirigeais la communication, enfin le commercial. On était 3. Ça s'est énormément développé. Je suis partie en congé maternité, j'ai eu un premier enfant, et quand je suis revenue, on était 20. Et là, j'ai voulu plus de stabilité. J'ai demandé à être actionnaire parce que je pensais que j'étais très clairement aussi à l'origine de développement de la société. J'ai demandé aussi un salaire stable parce que je trouvais que c'était inapproprié avec ma vie de mère d'être en fait indexée au budget que je ramenais plutôt que d'avoir un salaire fixe. Mais ça m'a été refusé. Donc la graine du changement est arrivée dans ma tête. Et comme par hasard, quelques mois après, je me suis retrouvée chez Warner Music. Pour être chef de projet sur un catalogue rock et hard rock, ce qui était assez original pour moi. Et 3 mois après, le patron d'une grosse maison de disques, un label qui s'appelait Columbia, voulait me débaucher. Alors j'étais un peu gênée parce que c'est la première fois que j'entrais dans les maisons de disques et de partir aussi vite au bout de 3 mois. Donc après lui avoir dit 50 fois non, j'ai fini par lui dire oui parce que le challenge était vraiment intéressant. Et qu'en plus, je lui avais dit, mais attention, moi je veux un deuxième enfant. Il m'a dit, mais formidable. Je dis, bah alors là. Donc, tout était OK pour que j'y aille. Je suis restée assez longtemps là-bas. J'ai évolué, chef de projet, responsable du local, du marketing, de la promotion, du marketing international et local, avec des artistes incroyables, parce que c'était Beyoncé, c'était Leonard Cohen, Cabrel, Goldman, Dutronc, Bruce Springsteen, enfin, c'était un catalogue assez fou. Et en 2013, Olivier Nuss, qui dirigeait à l'époque le plus gros label de France, qui s'appelait Mercury, m'a proposé de diriger le marketing et la promotion, ce qui ne se faisait pas à l'époque parce que c'était toujours séparé. Et moi, je savais faire les deux, mais ça n'existait pas dans le milieu des majors. Donc, c'était génial parce que pour moi, c'était une manière d'être beaucoup plus efficace. Donc j'étais ravie qu'il me propose ce travail. Et puis je pense qu'il était temps pour moi de changer aussi un peu de société. Donc
Voilà. Et puis, au bout de 3 ans, Olivier a été nommé président d'Universal Music France. Et la première décision qu'il ait prise, c'est de me donner la direction du label. Donc en fait, et c'est la première fois de l'histoire de Polygram Universal qu'une femme était à la tête d'un label. Je ne m'en rendais pas bien compte et petit à petit, voilà, je me suis sentie investie d'une forme de mission parce que c'était un peu le regard des autres qui me rappelait en fait la chance que j'avais et surtout la mission aussi de pouvoir peut-être porter avec cette nouvelle responsabilité. Donc j'avais un label extra avec Bieber, Ariana Grande, Taylor Swift, les Rolling Stones, Elton John, mais aussi Stromae, plein d'artistes français magnifiques. Et j'avais aussi la responsabilité du jazz et du classique. Donc j'avais Deutsche Grammophon, Decca, Blue Note et Verve. À un moment donné, ça a mergé avec Barclay, donc j'ai eu d'autres artistes comme Vanessa Paradis, Dao, Lavelier, Woodkid, Juliette Armanet. Et en parallèle de ça, on m'a proposé la présidence des Victoires de la musique. Alors les Victoires de la musique, en fait, la présidence, c'est pas du tout être assis près du ministre le jour de la cérémonie. C'est pas du tout ça. C'est un vrai travail quotidien sur le jazz, le classique et la pop, avec une association, avec des directeurs artistiques, avec des enjeux du métier importants et une filière, toute la filière musicale au conseil d'administration. Donc c'est tout d'un coup quelque chose d'énorme et passionnant parce qu'on voit des gens qu'on ne rencontre jamais quand on est dans un label et qui sont des acteurs essentiels aussi de ce métier. Donc ça m'a vraiment ouvert l'esprit aussi et mon réseau. Donc c'est des mandats de 2 ans et ça faisait donc en 37 ans, il n'y a eu que 2 présidentes des Victoires de la musique. Au début des Victoires, elle s'appelait Laurence Lenny, elle avait été patronne chez Sony, et moi, donc en 2018-2019. Et depuis 1 an, donc j'ai eu aussi un 2e et un 3e enfant. Et depuis 1 an, mon président m'a proposé de diriger la communication d'Universal Music France et Universal Music Africa, de rentrer au COMEX. Donc je suis la première femme au COMEX d'Universal. Et en parallèle, surtout, ce qui est très important, c'est que je suis présidente de All Access Music, qui est donc l'association qui réunit en fait les initiatives en termes d'égalité, d'éthique et d'inclusion des producteurs de musique enregistrés. Et c'est une association qui s'occupe des jeunes femmes en particulier et qui crée aussi des outils de mesure pour les pouvoirs publics, pour les artistes et pour les salariés. Je pense qu'on en parlera un peu tout à l'heure. Et en conclusion, ce que je voulais vraiment dire, c'est que finalement, je crois que j'ai jamais accepté un poste en particulier. J'ai surtout suivi les gens qui avaient l'air de croire en moi, qui ont voulu me tirer vers le haut et qui finalement ont créé mon chemin de vie professionnelle. Et donc cette attention particulière, c'est aussi ce qu'on essaie de créer avec All Access et avec plein d'initiatives que ces femmes aussi font. Parce que c'est aussi ça qui compte, cette transmission, voilà. Et en fait, réussir sa vie professionnelle, ça ne doit pas être un choix en opposition avec choisir sa vie personnelle et montrer que tout est possible avec évidemment des grandes difficultés. Tout le monde en a et tout le monde en aura. Mais voilà, ne pas choisir, c'est quand même, je pense, être soi et c'est un combat qu'il ne faut pas oublier et qu'il faut réussir. Voilà, et on est là pour les aider. Merci de votre attention. Sarah Nafidi, vous avez fondé Twin Vertigo en 2017, qui est une agence de diffusion et de production de concerts basée ici à Angers. C'est à vous. Merci. Bonjour tout le monde. Du coup, je m'appelle Sarah Nadifi, en effet. Donc cette agence Twin Vertigo, elle a été créée en 2017. Il y a eu 2 ans de travail sans grande vocation professionnelle. Et donc ensuite, elle s'est vraiment structurée il y a 3 ans. Donc c'est une agence qui défend des projets artistiques majoritairement sur des esthétiques pop et rock, qui sont des artistes français ou à l'échelle internationale. C'est une agence du coup qui est basée à Angers. À côté, je co-organise aussi un festival qui s'appelle Le Grand Saut, dont l'objet est d'organiser des concerts avec des artistes émergents dans des lieux du patrimoine à Angers, avec du coup 2 collègues angevins.
Et avec une de ses collègues, on a aussi un projet qu'on développe depuis l'année dernière de développement d'ateliers sur justement ces sujets de l'égalité des genres dans les musiques actuelles qui sont à destination pour l'instant des universités. Et c'est aussi quelque chose d'intéressant qu'on mène ensemble dans notre métier parce que l'une de nos convictions là-dessus, c'est que une des choses qui va faire évoluer ce terrain-là se passe beaucoup plus tôt que dans nos âges à nous ici, mais vraiment en fait au moment où les vocations professionnelles se créent dans la tête des personnes et on en vient du coup à toutes ces histoires de légitimité pour les idées qu'on peut avoir pour la suite et les métiers vers lesquels on se sent de s'orienter ou pas. Merci. Et puisqu'on parle de légitimité, je vais vous donner la parole à vous, Clarisse Arnaud, puisque vous êtes engagée dans un programme de mentorat qui s'appelle MEWEM. Vous êtes par ailleurs gérante et directrice du label et éditeur Yotanka. Et vous dirigez également Intuitive Record qui produit notamment Tilacine. À vous. Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette invitation. Déjà, je suis ravie de m'exprimer dans ma ville de cœur, Angers, parce que c'est vrai que j'ai commencé ma carrière dans la musique il y a 15 ans à Angers. J'ai fait des études de communication ici et puis à l'aube de mes 21 ans, un groupe angevin qui s'appelle Lojo m'a proposé de prendre le management d'artistes. Donc moi, j'ai commencé dans la musique par le management d'artistes qui est une très bonne école, on va dire, pour apprendre tous les métiers. Que ce soit effectivement la production de disques, l'édition musicale, la production de tournées. Donc ça m'a amené très vite vers cette opportunité de reprendre un label qui s'appelle Yotanka avec un associé. Donc Yotanka, c'est un label indépendant aujourd'hui dont le siège social est toujours basé à Angers, mais dont l'équipe est aujourd'hui située à Nantes. Donc nous produisons des artistes plutôt émergents avec un catalogue très diversifié. Je parle de diversité parce que je suis très attachée à cette notion. Je la défends beaucoup, tant au niveau artistique que dans les profils qu'on va représenter au sein de nos équipes, mais aussi dans nos catalogues. Cette diversité-là, elle est aujourd'hui très, très importante et voire parfois un peu menacée. Donc je suis très, très attachée à rappeler cette notion de diversité et qui est aussi au cœur de mes engagements et qui rejoint la thématique de l'égalité puisque comme vous le disiez, je fais partie d'un dispositif européen de mentorat qui s'appelle MEWEM. Puisque après 15 ans dans la musique, j'ai constaté qu'il était souvent plus difficile pour les femmes d'évoluer. Donc je me suis engagée il y a 4 ans pour mentorer des jeunes femmes, des jeunes entrepreneuses dans la musique, puisqu'aujourd'hui, dans mon métier, on n'est que 15% de femmes dirigeantes de labels. Donc 15%, c'est un chiffre qui est très minoritaire. C'est aussi à peu près le chiffre des autrices, compositrices, membres de la SACEM. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve à tous les niveaux de l'industrie et il m'apparaissait évident à ce stade de ma carrière de m'engager sur ces thèmes-là. En plus de mes fonctions de dirigeante de label et de manageuse d'artistes, je suis aussi membre du Conseil national de la musique en tant que membre expert du Conseil professionnel. Le Centre national de la musique a été créé il y a 1 an et demi. C'est aujourd'hui un organisme qui est entièrement paritaire au niveau des commissions qu'il représente. Je le dis parce que c'est une nouveauté dans nos filières et c'est aussi pour ça que j'ai pu intégrer ce comité professionnel où on doit s'exprimer sur des sujets de filière et je suis aussi vice-présidente de l'UPFI qui est un syndicat des producteurs indépendants de disques. Je m'en réjouis aujourd'hui de pouvoir accéder à ces fonctions-là, à avoir une voix au chapitre. Mais je dois quand même mentionner qu'aujourd'hui, je suis la seule femme membre de l'UPFI, du board de l'UPFI, avec une dizaine d'autres hommes. Donc cette diversité, cette parité, elle est encore loin d'être acquise à tous les niveaux de l'industrie. Donc je suis ravie qu'on soit aujourd'hui réunis pour en discuter. Merci. Merci beaucoup. Et enfin, à votre gauche, Delphine Guillon, vous êtes co-directrice et co-gérante de la coopérative OSE, qui est une coopérative d'activité d'emploi culturel. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour. Effectivement, donc, la coopérative, elle s'est créée en 2015 avec
le désir d'offrir les moyens d'une création débridée et celui de l'expérimenter dans une forme qui défend le faire société. Du coup, comme le disait Cédric, la forme de la coopérative est une SCOP, donc Société coopérative et participative, avec la particularité d'une coopérative d'activité d'emploi. Cette coopérative, elle s'adresse évidemment à l'ensemble des porteurs des milieux artistiques et culturels qui sont regroupés dans, ça a été cité tout à l'heure, dans les ICC, les métiers de l'industrie culturelle et créative, donc un champ assez large. Elle permet du coup de développer l'activité de ces artistes entreprenants, de les héberger via un hébergement juridique, de les accompagner sur le plan stratégique, sur la gestion. Elle est ancrée dans les valeurs de l'ESS et notamment elle défend une valeur qui lui tient vraiment à cœur, qui a été citée, pas forcément dans les mêmes termes, mais de défendre l'équilibre dans la dimension professionnelle, personnelle et citoyenne. Et du coup, dans cet exercice de défense, en tout cas d'aider les entrepreneurs à trouver de la justesse, elle réfléchit à offrir notamment ces 75% d'entrepreneuses qui la constituent, pardon, j'en perds mes mots, des ateliers qui permettent à ces femmes constituant la coopérative de pouvoir développer leur activité et en même temps d'être à l'endroit de leur vie personnelle. Natacha parlait tout à l'heure d'être maman. Quand la naissance s'invite dans un milieu entrepreneurial, c'est compliqué à gérer. Donc on essaye de développer et de faciliter ce genre de projet. On pourra peut-être l'expérimenter tout à l'heure de manière un peu plus... en tout cas, le développer tout à l'heure de manière un peu plus conséquente. On essaye donc de fabriquer de l'égalité, parce que de l'autécrité n'est pas forcément le lieu dire effectivement qu'être dans nos... Je suis désolée, je suis très confuse. Aucun souci. En tout cas, je pense qu'on peut peut-être... Tout ça va venir dans la discussion au fur et à mesure de toute façon. Et justement, j'ai envie de commencer par le vif du sujet. On est toutes et tous plus ou moins au courant du constat qu'on peut faire sur les inégalités entre femmes et hommes de manière générale et particulièrement dans le milieu de la musique où ces inégalités sont encore plus grandes. Je ne prendrai qu'un chiffre. En moyenne, en Union européenne, les femmes gagnent 20% de moins que les hommes. Dans le milieu de la musique, c'est 30%. Et si vous regardez à peu près toutes les catégories, c'est toujours comme ça, c'est pire dans ce milieu-là. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pragmatiquement pour changer les choses ? Tout à l'heure, Inès Pedrosa énonçait cet exemple de choisir une femme lorsqu'on le peut, par militantisme, par nécessité. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, vous, dans vos carrières, dans vos choix ? Clarisse Arnaud, je vois que vous dodelinez de la tête, donc je vais commencer par vous donner la parole sur ce point. Merci. C'est vrai qu'en termes de RH, à nos niveaux d'entreprise, moi aujourd'hui, je fais le choix à profil égal de recruter une femme. Pour autant, je n'ai jamais eu l'occasion de tomber dans la discrimination positive. C'est quelque chose qui me poserait peut-être question. En revanche, c'est vrai qu'à profil égal, aujourd'hui, je recrute une femme. Il est clair que il y a 4 ans, mon équipe était composée que d'hommes.
à part moi, dirigeante. Aujourd'hui, on est à 3 femmes, 3 hommes, ce qui est une parité parfaite et je m'en réjouis. Mais je peux constater au cours des recrutements que toujours il y a un problème de confiance et de légitimité qui est plus flagrant chez les femmes. Quand elles postulent, qui tend à se corriger. Mais voilà, c'est pour ça que je pense qu'on aura l'occasion de reparler des rôles modèles, du rôle du mentorat et de l'importance d'exposer, d'identifier aujourd'hui les femmes et de faire émerger les talents féminins et de les faire accéder au top job et top salaire. Parce que si on tend vers une parité au sein des entreprises, et peut-être que Natacha pourra en parler à l'échelle d'Universal, souvent le constat qui est fait, c'est qu'il y a beaucoup de femmes dans nos métiers, elles sont présentes. En revanche, les plus hauts salaires et les positions à responsabilité et de décision sont quand même encore tenues très majoritairement par des hommes. Effectivement, c'est 20% des postes de direction au niveau de l'Union européenne qui sont détenus par des femmes, donc 80% par des hommes. Natacha Krantz, justement, comment est-ce que, dans quelle ligne vous vous inscrivez par rapport à ce que vient de dire Clarisse Arnoux ? Pour rebondir sur ce qu'elle vient de dire, il y a une étude qui dit que quand effectivement un homme, on lui propose un travail à un homme et une femme, qu'on ne sait pas forcément tout de suite très bien faire évidemment, un homme il a besoin de savoir le faire à 30% pour l'accepter, une femme à 80%. Moi je crois que c'est les hommes qui ont raison, parce qu'en fait il faut avoir confiance en soi, il faut avoir confiance sur notre capacité d'apprendre. Si on est déjà choisi, c'est qu'on a au moins des qualités déjà assez précieuses. Donc là-dessus aussi, il faut que les femmes s'émancipent et gagnent de la confiance. Et c'est pour ça qu'il y a plein de mentoring, de choses qui sont organisées, parce que on n'est pas loin. Enfin, voilà, il y a des opportunités importantes. Effectivement, je pense qu'en tout cas dans la musique, la parité existe en termes de hommes-femmes. En revanche, effectivement, il faut plus de femmes à des postes de responsabilité, et il faut aussi des femmes dans plus de métiers. Par exemple, plus de femmes à l'artistique. Voilà. Et ça, c'est très important qu'il y êt plus de femmes partout. Justement, Delphine Guillon, vous êtes dans une coopérative d'activité d'emploi culturel. Vous gérez donc, vous êtes en tout cas confronté à différents types de métiers. Est-ce que déjà, si on peut faire un état des lieux, tout simplement, il y a une distribution genrée des métiers de la culture ? Oui, en fait, la coopérative reflète évidemment le stéréotype, enfin les stéréotypes de la société en règle générale. On va retrouver dans les métiers techniques du masculin, on va retrouver dans les métiers design, c'est un peu partagé d'ailleurs, mais quand même à 50-50. Il y a des métiers de facilitateurs aussi dans les métiers qui touchent beaucoup, les métiers annexes, ou chargés de prod, chargés de diff, qui sont très liés au féminin. Donc oui, je pense qu'on répond à un modèle qu'on retrouve dans la société, à ceci près que on retrouve quand même dans la coopérative 75% de femmes, je le mentionnais tout à l'heure, ce qui dit que la coopérative permet l'exercice de l'entrepreneuriat de manière plus sécurisante à l'endroit des femmes que si elles l'exerçaient à titre individuel sous une forme juridique autre que celle de la coopérative. Sarah Nadifi, vous produisez du coup des concerts. Quand on regarde encore une fois ces statistiques, 2,3% des concerts, et après j'arrête avec la statistique promis, mais 2,3% des concerts joués au sein de l'Union européenne en 2021 sont des œuvres écrites par des femmes. 2,3%, c'est rien. Quand on produit des concerts, qu'est-ce qu'on peut faire pragmatiquement ? Est-ce qu'on l'a en tête, d'abord, ce chiffre, ce rapport de force, et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer et que ça change à son niveau, mais aussi que ça rayonne autour de soi ? Alors, c'est assez complexe et très très large, c'est ça qui est intéressant. En tant que productrice, j'avoue que j'ai vraiment besoin d'être très amoureuse d'un projet artistique pour aller travailler avec les personnes concernées. Donc, j'ai jamais eu envie de choisir des projets parce qu'il y a des femmes. C'est plutôt si artistiquement ça me plaît et qu'il y a des femmes et des hommes ou que des femmes, c'est super. Après, c'est vrai qu'il y a une attention particulière qui est accordée à ça et de manière plus diversifiée juste à la représentation des genres, en fait, même si c'est quelque chose qui n'est pas binaire. Et ça peut se retrouver aussi dans des
dans des textes sur les thèmes qui sont abordés. Et il y a aussi le côté justement programmation par rapport au festival dont je parlais tout à l'heure, où là pour le coup on est beaucoup plus en direct sur c'est nous qui choisissons ce que le public va voir. Donc je pense que c'est plus intéressant d'aborder ce côté-là. Où en fait la première année on s'est rendu compte une fois la prog bouclée qu'on avait une mixité quasiment parfaite en fait sur la programmation. Sans la chercher initialement. Voilà, initialement on l'avait pas cherché. Après, dans l'équipe, on est un trio, il y a un homme et on est 2 femmes. On est tous les 3 très sensibles à ça, je pense que c'était naturel. Mais du coup, c'était plutôt une bonne nouvelle et ça a été très bien accueilli par le public. Et c'est quelque chose qu'on réitère sur la suite et qu'on regarde vraiment très attentivement. Parce que je reviens en fait à la représentativité de ce que tout le monde voit sur scène. Mais si c'est des personnes qui sont déjà convaincues, elles vont voir des films, on va tous être très contentes et contents. Mais c'est plutôt, en fait, voilà, s'il y a des jeunes filles, même des jeunes garçons, des personnes, en fait, qui ont besoin de voir ça sur scène, c'est là où, en fait, on va vraiment avoir un impact. On a un impact aussi sur nous, public convaincu, pour la majeure partie. Mais le but, c'est justement d'amener voilà, cette représentativité pour créer des rôles modèles dont on parlait tout à l'heure et montrer qu'en fait, c'est possible. Et qu'aussi, ce n'est pas que dans des esthétiques très pop et les esthétiques dans lesquelles on retrouve souvent les femmes. On essaie aussi d'avoir des projets plus décalés où il y a des femmes et des hommes et où du coup on se retrouve à ne même plus penser que tiens ce sont des femmes ou tiens ce sont des hommes. Il y a plein de choses dans ce que vous nous dites là. On imagine peut-être une répartition a priori, en tout cas de nos a priori genrés en fonction des genres de musique, mais il y a aussi ce point de la visibilité qui à mon sens est extrêmement important puisqu'on a certes la production mais on a aussi donné et rendre visibles les femmes qui travaillent dans ces milieux. Clarisse Arnoux, est-ce que pour vous il y a notamment grâce à votre projet de mentorat, est-ce que c'est aussi un moyen d'arriver à ce point-là, c'est-à-dire de rassurer et de dire allez-y, faites-vous confiance comme disait Natacha tout à l'heure, vous pouvez le faire? Oui, évidemment, comme je disais, le manque de confiance, c'est vraiment une des premières choses qui peut freiner en fait les évolutions des femmes dans cette industrie et certainement plus largement que dans notre industrie de la musique d'ailleurs. Donc c'est vrai que ce dispositif de mentorat, mais il a vraiment vocation à être à la fois une vitrine des talents qui ont déjà des parcours exemplaires, donc les mentors, et aussi une vitrine des talents émergents, donc les mentorés. Et l'idée, c'est de les rendre visibles et de les mettre en réseau, puisque le manque de réseau est aussi un des faits identifiés qui peut manquer aux femmes dans l'industrie de la musique, alors que les réseaux masculins sont assez naturellement très vivants. Donc c'est une vitrine d'un côté, évidemment, et puis c'est aussi un laboratoire de l'autre. Voilà, il va s'agir d'avoir des ateliers très concrets et pragmatiques sur la prise de parole en public. On constate que les femmes ont plus de mal à aller s'exprimer dans les panels, les tables rondes ou lors de réunions. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va corriger dès le début, amener cette confiance, mais aussi ces tools, ces outils-là au service des femmes pour être plus à l'aise, plus visibles dans ces environnements qui, effectivement, c'est vrai, parfois peuvent être un petit peu hostiles. Je pense notamment à des niveaux de discussion importants dans la filière, que ce soit au sein des syndicats ou dans les entreprises. J'aime bien cette petite expression qui dit « If you're not at the table, you're on the menu ». Effectivement, si on n'a pas la voix au chapitre, souvent, on va se faire manger. Et ça, c'est vrai qu'on essaie de coacher nos mentorés pour qu'elles puissent aussi prendre cette confiance-là, plus s'exprimer, acquérir aussi des compétences au service de leur propre carrière. Et puis aussi savoir qu'elles sont en réseau, qu'elles peuvent s'appuyer sur ce réseau d'entraide de femmes avec des connaissances, des compétences et qu'elles ne sont pas seules. C'est très important de briser l'isolement en fait.
l'isolement dans les parcours, les évolutions de carrière et aussi l'isolement quand on peut rencontrer des difficultés et notamment, on a évidemment beaucoup parlé des cas de harcèlement ces dernières années dans la filière. La filière musicale est aussi une filière où il y a eu beaucoup de sujets, de problématiques. Donc aujourd'hui, briser cet isolement, c'est très important. Donc voilà, on s'attache, nous, les mentors aussi, à défendre ces talents, cette émergence et les faire monter le plus vite possible. Nous, on constate la plupart des mentors on a mis peut-être une quinzaine d'années à faire notre place et à accéder à des niveaux de responsabilité. Aujourd'hui, notre enjeu, c'est de faire monter ces talents beaucoup plus vite pour qu'on puisse arriver à corriger effectivement cette parité à des niveaux vraiment décisionnaires dans la filière. Cette nécessité de la mise en réseau, c'est aussi, Delphine Guillon, le rôle d'une coopérative d'aider à ce que le réseau existe, à le renforcer et puis à inclure de nouveaux éléments dans ce réseau. Comment est-ce que vous travaillez au quotidien à cette tâche ? On a plusieurs partenaires. On fait, évidemment, ça fait partie de l'intérêt des porteurs de projets de rentrer dans la coopérative que d'offrir effectivement un accompagnement et un réseau adapté. Et du coup, sur les Pays de la Loire, on a la chance d'avoir un joli maillage et de pouvoir bénéficier de pôles, on appelle ça l'interpôle, et des pôles aussi, des pôles qui sont divisés par spécialité artistique, le pôle des musiques actuelles, le pôle des arts visuels, le Mobilis sur l'édition et le livre, le pôle du patrimoine, etc. Donc il y a, pour nous, l'adhésion à l'ensemble de ces pôles et donc offrir à l'ensemble de ces porteurs de projets le fait de se diffuser dans ces pôles régionaux. Il y a aussi l'accompagnement entre pairs que nous effectuons, donc des entrepreneurs qui sont déjà salariés, voire associés aussi dans la coopérative, qui accompagnent les nouveaux porteurs de projets qui rentrent dans la coopérative. Et puis, par le biais d'organisations, de journées collectives, de thématiques, d'ateliers qui font que, effectivement, comme le disait Clarisse, on se sent soutenu, on permet pour les jeunes entrepreneuses d'avoir voix au chapitre. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce que peut offrir. J'imagine que les possibilités sont encore bien plus nombreuses. Natacha Krantz, vous êtes dans All Access Music. Comment est-ce que ça entre en résonance avec ce que vient de nous dire Clarisse Arnoux sur le mentorat? Parce que ce sont deux choses qu'on peut mettre en parallèle et qui vont travailler l'une avec l'autre, finalement. Oui, parce que Clarisse, avec Mewen, travaille sur vraiment l'entrepreneuriat. Et très axé aussi sur le savoir-faire, parce que voilà, c'est un retour d'expérience suivi. Nous, on est vraiment, on travaille avec des jeunes femmes qui sont dans nos entreprises. Donc les entreprises qui sont membres du syndicat de la musique. Et donc on a une cinquantaine de jeunes femmes. Bien sûr, on travaille sur du coaching, des présentations de personnalités importantes. Donc c'est un réseau à la fois entre ces jeunes femmes des différents producteurs, mais c'est aussi un réseau de présentation de personnalités de ce métier extrêmement importante. Et puis, pour moi, ce qui est extrêmement clé, c'est qu'elles savent que leur société compte sur elles. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça, c'est quand même l'initiative des producteurs. Donc, on tient à toi, tu as ton potentiel. C'est aussi c'est désigné, les jeunes femmes sont là parce qu'elles sont volontaires. Ça, c'est aussi très important. Il n'y a pas de promotion, donc c'est-à-dire que d'une année à l'autre, on peut rester ou partir. Voilà. Et puis aussi, All Access crée un outil très important de mesure en fait sur les efforts faits par les producteurs d'année en année, parce que ce qui progresse doit pouvoir se mesurer. Et donc, on a deux volants. Un volant très factuel donc on a signé avec une centaine de producteurs, ce qui est phénoménal. Donc, c'est les majors, mais c'est aussi beaucoup d'indépendants. Donc, on sait toute la partie RH, les salaires, les postes, etc. Et puis, il y a aussi une partie perception des salariés, parce qu'on ne peut pas dissocier les deux. Et on a quand même remarqué une certaine forme de déni.
Il y a des sociétés qui mettent un peu des femmes un peu comme des trophées et qui ont l'impression que tout va bien, alors que les équipes ne le ressentent pas de cette manière. Donc c'est important de travailler sur la perception, parce que ça, c'est la réalité quand même. Et on parlait de visibilité tout à l'heure. Sarah Nadifi, vous nous avez dit qu'il fallait que vous accrochiez, que vous ayez presque un coup de cœur avec un projet pour le produire, pour l'accompagner. Est-ce que c'est aussi important d'avoir parfois des artistes ou des projets qui sont militants pour donner presque du soft power ou une autre visibilité, une autre manière de porter l'égalité des genres? Oui, bien sûr, et en plus c'est quelque chose qui rejoint une sensibilité personnelle, donc c'est très important d'accompagner ces projets-là et de porter ces voix-là. Là où en fait ça se confronte avec quelque chose qui crée vraiment un débat, je trouve, c'est en fait on évoquait les quotas par exemple hier. En fait, les nouvelles exigences qui sont portées dans les salles de diffusion et dans les festivals, c'est en fait ce questionnement quand il y a des programmateurs ou des programmatrices qui ont en fait des quotas à respecter, soit parce qu'ils ou elles sont obligés ou par engagement, et qu'en fait on vient te demander tiens, pour tel plateau, je cherche un groupe avec lead féminin, peu importe si ça colle avec l'esthétique d'après, ou alors pour tel plateau, je cherche un groupe nanana, mais par contre il faut qu'il y ait des femmes. Et en fait là c'est toute la réflexion de jusqu'où ça va. En fait, c'est très bien de porter des voix et c'est hyper important, ça c'est sûr et certain. Mais pour que ça ait du sens, il faut que ça conserve une cohérence en fait. Et justement, j'ai envie... parfait, vous me faites toute signe. J'avais envie de vous entendre toutes les trois sur ce sujet. Natacha Krantz. Alors, moi, j'ai jamais signé un artiste parce que c'était une femme. Ça, c'est impossible. Pour moi, le plus important, quand j'ai choisi un artiste, c'est qu'il marche. Donc, que des artistes femmes marchent, c'est quand même assez récent. Et c'est justement toute l'énergie qu'on peut y mettre, etc. Parce qu'à un moment donné, c'est ça aussi qui va un peu faire avancer le train, quoi. Et donc le succès d'Angèle, le succès de Louane, le succès de Clara Luciani, franchement, ça compte. C'est-à-dire que c'est des femmes en plus qui ont des propos aussi à leur manière, dans leur œuvre, parlent aussi de leur position, du féminisme, etc. Et puis surtout, ça, tout d'un coup, ça rentre. Les femmes deviennent un peu bankable. Et ça, c'est important parce que signer un artiste féminin, ça peut pas être un acte militant, ça n'a aucun sens. Ce qui a du sens, c'est de la faire marcher, cette personne. Et on avait quand même beaucoup de freins, parce que les médias avaient des difficultés à programmer des artistes féminins en disant ça ne plaît pas au public. Enfin, il y avait une espèce de résistance globale de la société, donc tout le monde a un peu ses responsabilités. Il n'y a pas de bête noire, mais globalement, on n'y arrivait pas. Et là, maintenant, on y est en train d'arriver, et ça, c'est nouveau. Et c'est pour ça qu'on sent vraiment qu'il y a un espèce de mouvement très positif. Ce qu'il faut, c'est, si je comprends bien ce que vous nous dites là, c'est de faire en sorte qu'on n'entende plus non, c'est une femme, donc ça ne marchera pas commercialement, donc on va pas la signer parce que c'est une prise de risque qui est trop grande. C'est ça que vous êtes en train de nous dire finalement. Il faut donner les conditions autour de réussite. Oui, mais ce qu'elle disait, c'est tellement difficile de produire un artiste en termes ça demande une énergie de dingue de développer un artiste, de l'argent, des expertises, du temps, des équipes. Donc, on ne peut pas se permettre de produire un artiste si on n'y croit pas à 6000%. Donc, que ce soit un homme ou une femme, c'est pas le sujet. Mais quand là, on parle de femmes, comme on en parle, oui, les femmes on a toujours eu beaucoup plus de difficultés à faire marcher une artiste. Et là, c'est en train, je trouve, de rentrer un peu dans les mœurs, quoi. Ouais, c'est un nom. C'est vrai que de la même façon, ces succès, ils sont inspirants en fait. Voilà, nous, on est une génération un peu Beyoncé aussi, donc on peut être une icône mondiale, avoir des valeurs féministes et être bankable en fait. Ça, c'est hyper important. Et c'est vrai que les cas d'Angèle, Clara Luciani, Juliette Armanet viennent alimenter cette théorie qu'aujourd'hui, la question bankable, voilà, homme-femme, j'ai l'impression qu'elle est un peu dépassée en tout cas. Maintenant, c'est vrai que moi, quand j'ai repris le label il y a 12 ans, il y avait un catalogue qui était existant, qui était composé à 95% de références masculines. J'ai été vraiment attachée à aller essayer de trouver des projets féminins.
Et j'étais très contente que la première signature qu'on fasse était une rockeuse, voilà, Laetitia Chérif qui venait de Bretagne. Donc moi j'ai toujours envie d'aller chercher des talents féminins, mais évidemment auxquels je crois, puisque ça c'est la base. L'artistique c'est notre métier, donc si en plus se greffe à ça des profils qui défendent des valeurs auxquelles je crois et qui ressemblent à mon label, bon bah là voilà, c'est jackpot. C'est banco. Voilà. Après, je voulais revenir sur cette question des quotas, parce que aujourd'hui on en vient quand même à un système de régulation nécessaire, aussi parce que les choses n'ont pas assez avancé ces 10 dernières années. Donc si aujourd'hui le Centre national de la musique met des critères de parité, ou au moins d'alimenter les dossiers avec des infos qui concernent les artistes, les leads féminins, les artistes en plateau, les techniciens, les techniciennes. En fait, je pense qu'à tous les niveaux, il faut qu'on ait conscience de ce sujet-là. Donc, on est encore loin d'imposer une parité sur les programmations de festivals. Est-ce qu'on y viendra réellement ou pas? Je sais qu'il y a certaines collectivités qui y songent. En tout cas, moi, je trouve qu'aujourd'hui, on n'a quand même pas le choix que de se poser la question, et à tous les niveaux de l'industrie. Certes, c'est pris comme de la régulation et de la contrainte, mais moi, il me semble qu'on est obligé d'en passer par là pour arriver à une forme d'égalité, ou en tout cas de stabilité sur ces questions-là. Et j'espère que, moi je fais le souhait vraiment que le mentorat, que toutes les discussions qu'on a aujourd'hui, dans 10 ans, elles soient totalement obsolètes, quoi. Vraiment, c'est mon désir le plus cher, et j'y crois vraiment. C'est les quotas, oui, pour s'en passer dans 10 ans, puisque les choses auront changé. Delphine Guillon, en préparant cette table ronde, on en a parlé. J'aimerais également vous entendre sur cette question. Oui, pour moi, les quotas, c'est effectivement, comme tu dis, il faut passer par là. Donc c'est un moyen, mais ça ne suffit pas. Du coup, ce qu'on disait, c'est-à-dire décréter l'égalité par les quotas, ne veut pas forcément dire qu'elle existe. Et effectivement, les quotas devraient être accompagnés d'une fabrique de l'égalité qui passerait, je le mentionnais tout à l'heure, par des ateliers qui viennent conscientiser les stéréotypes existants déjà dans la société, cette conscientisation en fait viendrait, amènerait en tout cas des actions de solutions, une émergence aussi de la féminisation. En tout cas, on parlait tout à l'heure de la prise en compte du féminin. Il est important de ne pas rester que sur de la quantité, mais d'aller sensibiliser les acteurs, les actrices, les entrepreneurs, les artistes entreprenants sur la question des stéréotypes, pour qu'on puisse trouver des solutions au féminin dans la plupart des milieux aujourd'hui, dans la société. Et là-dessus, effectivement, la coopérative, elle, essaie à son endroit, à son échelle, d'amener des solutions. On parlait tout à l'heure de l'enfant qui s'invite dans la vie d'entrepreneur. Comment, effectivement, on met des conditions pour assurer une bonne rémunération avant le congé maternité, pour permettre une rémunération égale après le congé maternité, et pour autant le temps de travail n'est pas forcément, reste un temps partiel. Parce qu'il faut le préciser, c'est souvent dans ces milieux culturels, sont souvent des contrats qu'on peut dire précaires ou qui peuvent être précaires, que ce soit l'intermittence, les CDDC, donc les CDD de chantier, qui sont des CDD qu'on peut renouveler 50, 60 fois, qui ont un temps, en général 3 ou 6 mois, le temps d'un projet. Et ça, justement, la coopérative, je vais vous redonner la parole, permet peut-être d'aller contre ça. Et ça, c'est très pragmatique, c'est-à-dire qu'on a un statut de salarié et on a les protections qui vont avec. C'est exact. On a un statut de salarié et on a aussi le statut d'associé, puisque ça reste, un entrepreneur dans la coopérative a cette vocation-là, à devenir associé de la coopérative. Oui, le statut de salarié pour venir sécuriser, encore une fois, les parcours entrepreneuriaux des porteurs de projets, des porteuses de projets. Et après, comment le collectif vient, la coopérative vient apporter d'autres solutions sécurisantes
en plus du cadre légal qu'offre le statut de salarié. Donc on mentionnait tout à l'heure le fait d'être maman et entrepreneur. Il y a d'autres, on pourrait trouver d'autres champs sur lesquels agir. On pourrait aussi être force de proposition à l'endroit du cadre légal pour faire évoluer les lois, pour faciliter le remplacement des entrepreneuses pendant leur congé maternité, pour avoir des sortes de financement à ces remplacements. Enfin, il y a beaucoup de solutions qui peuvent être amener à l'endroit du légal, à l'endroit de la coopérative et à l'endroit aussi du personnel, c'est-à-dire, encore une fois, comment l'équilibre homme-femme intervient aussi dans le cadre familial. Comment on change les stéréotypes déjà bien installés. Il faut effectivement le faire sur tous les cadres et tous les pans de la vie. Natacha Krantz, vous nous parliez tout à l'heure de justement certaines difficultés à l'encontre de rémunération. Est-ce que vous trouvez que ça a changé aujourd'hui ou pas de votre expérience ? Oui. Oui. Je trouve d'abord que franchement, il y a une nouvelle génération qui arrive qui est assez démente, qui n'a aucun problème avec rien. Très désinhibés, décomplexés, donc je crois que même il faudrait les augmenter tous les 6 mois pour les garder. Donc franchement, je pense qu'il n'y a plus de problème à ce niveau-là. Enfin, il y en a toujours, mais en tout cas, on ose parler d'argent beaucoup plus facilement. Voilà. Maintenant, après, pour les quotas, je trouve que c'est pas un sujet facile parce que il y a le politique et il y a le privé. Je pense que les politiques font un travail merveilleux d'impulsion. Après, c'est aux sociétés d'avoir leurs responsabilités, d'avoir des actions chez eux. Par exemple, nous on a mis en place des formations pour expliquer ce que c'est que le sexisme, parce que bizarrement, c'est pas toujours clair. Justement, c'est quoi en 2 mots ? Parce que c'est pas forcément une évidence non plus pour tout le monde dans la salle. Moi, ma définition, en tout cas, c'est ce qu'on vient de me dire. Si j'étais un homme, est-ce qu'on me l'aurait dit ? Si ma réponse est non, c'est une forme de sexisme. Et en fait, il y a le sexisme, c'est comme une pyramide. Donc, il y a le viol tout en haut. Et tout en bas, il y a finalement ce sexisme ordinaire, qui est un peu comme un racisme ordinaire, qui est très compliqué parce qu'il ne se voit pas forcément, il se ressent. Il est intégré, on l'a... Et je pense que ça, c'est vraiment la bête noire. C'est le bas de cette pyramide, parce que c'est la petite réflexion, le manque de... Tiens, ton avis... Enfin, bref, je ne sais pas, c'est une espèce d'ambiance qui fait que tout d'un coup... ça ne marche pas, quoi. Et ça, je crois que les hommes, même parfois sincèrement, ne comprennent pas parfois de quoi on parle quand on parle de ça. Donc, après, il y a des stéréotypes. On va dire que si une femme a une photo d'un enfant dans son bureau, on va croire qu'elle pense qu'à son enfant, alors qu'un homme, on va dire que c'est un père merveilleux. Enfin, c'est des conneries, mais c'est des petites choses comme ça qu'il faut... Voilà. Maintenant, je disais aux filles tout à l'heure que moi, je crois beaucoup à ce que j'appellerais le management augmenté, c'est-à-dire qu'on a tous une part en nous de masculin et de féminin, qu'on soit homme ou femme, et c'est pas une orientation sexuelle, et que la société aujourd'hui est en train de mettre les valeurs féminines en valeur, parce qu'il n'y a pas une société du CAC 40 qui a besoin de... Tout le monde a besoin de sa raison d'être, donc on va dire que la valeur masculine, c'est le cadre, le résultat, la vitesse, et que la valeur féminine, c'est plus l'intuition, le donner du sens, et même l'émotion. Et que aujourd'hui, on voit ce qui se passe. Les gamins, tout le monde a besoin de comprendre ce qu'il fait dans cette société. Et avec le confinement, ça a été même accentué. Donc la valeur féminine est en train de prendre de l'ampleur. Et je pense que ça fait du bien aussi aux hommes. Et hier, quelqu'un a dit que le sexisme étouffait les hommes. Je crois aussi que c'est vrai. C'est sur ces mots que nous terminerons. Je vous invite à continuer la réflexion avec la prochaine table ronde qui sera directement liée à ce dont vous parliez tout à l'heure sur les outils que nous avons pour mesurer les évolutions en matière d'égalité entre femmes et hommes, qui sera animée par Inès Pedrosa. Merci à toutes et tous. Si vous le souhaitez, vous pouvez rester dans la salle. La table ronde va juste prendre part juste après nous. Merci beaucoup. Merci. Et merci à toutes les 4. Merci.